Même s'il n'a aucune chance d'aboutir, le vote par les eurodéputés de la motion de censure risque d'affaiblir Ursula von der Leyen. Donald Trump impose 50% de droits de douane au Brésil et dénonce une chasse aux sorcières contre l'ancien président Bolsonaro. Ce pourrait être la plus grande attaque de Moscou contre Kiev depuis le début de la guerre. La Russie a lancé un nombre record de 128 drones sur l'Ukraine. Ursula von der Leyen est visée par une motion de censure. Cette dernière, portée par un élu roumain d'extrême droite, n'a aucune chance de passer. Néanmoins, selon le professeur de droit Alberto Alemano, elle fragilise l'action de la présidente de la Commission européenne. More and more citizens will be asking, wow, she should be the person negotiating a trade deal with the Trump administration affecting the European economy. She should continue having a seat at the table in the Ukrainian-Russian peace talks, which are on and off. In other words, many more people are going to be questioning whether she's the right person for the job in these incredibly difficult geopolitical circumstances in which the Union tried to speak with one voice. Pour ce spécialiste du droit, le vote de défiance dont fait l'objet Ursula von der Leyen aura comme conséquence de limiter sa capacité à contrôler le Parlement européen, et ce, durant le reste de son mandat. I don't necessarily expect Ursula von der Leyen to come away with this vote, even if it is rejected, the motion, strengthened. No, I think that if everything goes well, she will stay where she is. That means being increasingly scrutinized by all political parties, both from the far right and the center left, and therefore her political margin will rather reduce as opposed to actually gain further power within the European Council. La motion de défiance a été signée par 77 députés d'extrême droite. Tous reprochent à la dirigeante allemande son manque de transparence pendant la crise du Covid. D'après eux, Ursula von der Leyen aurait envoyé des SMS secrets au PDG de Pfizer au sujet des vaccins. German Chancellor Friedrich Merz received NATO Secretary-General Mark Rutte in Berlin on Wednesday as Germany celebrates its 70th anniversary of joining the alliance. Both Merz and Rutte underlined their commitment to Ukraine and said that the priority is to bring about a ceasefire with Russia as soon as possible. The NATO Secretary-General said that Europe is not producing enough military supplies and welcomed the increase in defence spending the Allies agreed to a couple of weeks ago in The Hague. Germany is expected to take a leading role within the alliance. As tensions between France and Germany mount over fighter jets, Merz said discussions are ongoing but highlighted that the project could be a good collaboration between France, Spain and Germany if they can reach an agreement. Rutte also spoke about China's ambitions and said World War III could occur within the next 3 to 7 years, with Russia being able to launch a full-scale attack against NATO territory to keep Europe busy whilst China attacks Taiwan. As global conflicts continue to heat up, NATO has been making big promises in terms of military and defence expansion. But can it deliver? Liv Stroud in Berlin for Euronews. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev se rencontrent jeudi à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour discuter des prochaines étapes de la finalisation de l'accord de paix, ont confirmé leurs bureaux. Il s'agit de la première réunion bilatérale officielle des dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan depuis qu'ils se sont mis d'accord sur le projet de loi d'un accord de paix après près de 4 décennies de conflit. This is particularly important because it's a bilateral summit. With Russia overwhelmed by its failed invasion of Ukraine, this is very much at the exclusion of Russia. En septembre 2023, l'Azerbaïdjan a repris le contrôle total de la région du Karabakh après une campagne militaire éclair de 2 jours seulement à l'issue d'un conflit de plusieurs décennies avec l'Arménie, dans laquelle la Russie a joué un rôle central. Azerbaijan's launch of a war in 2020 and its military seizure of Nagorno-Karabakh
has exposed the emptiness of a security reliance on Russia. But I would also say Armenia and Azerbaijan, ironically, share a same pursuit, a policy to defy Moscow, pushing back and pushing out Russia from the South Caucasus. A significant lesson learned from the Ukrainian battlefield is the surprising weakness and incompetence of the Russian armed forces. That's an important lesson for all of the countries in the near abroad, Russia's neighbors. Alors que des élections se profilent déjà en Arménie, la perte d'influence de Moscou laissera la place de leader de la région vide, espace que la Turquie cherche à reconquérir. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il imposerait des droits de douane de 50% sur les importations brésiliennes, citant un procès de chasse aux sorcières contre l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. Bolsonaro est accusé d'avoir organisé un coup d'État après sa défaite électorale de 2022. Les chefs d'accusation sont notamment la participation à une organisation criminelle armée et tentative de saper l'ordre démocratique brésilien. Dans une lettre adressée à l'actuel président Luiz Inácio Lula da Silva, Trump déclare que le procès ne devrait pas avoir lieu et demande qu'il prenne fin immédiatement. Lula a répondu que les droits de douane de 50% déclencheraient la loi brésilienne sur la réciprocité économique, ce qui pourrait entraîner la suspension des accords sur le commerce, l'investissement et la propriété intellectuelle conclus avec les États-Unis. Lula a également noté que les États-Unis ont maintenu un excédent commercial de plus de 410 milliards de dollars avec le Brésil au cours des 15 dernières années. Bolsonaro, lui, n'a pas commenté l'annonce de Trump, mais il s'est déjà dit victime de persécutions politiques. Le siège parisien du Rassemblement national a été perquisitionné mercredi par une vingtaine de policiers de la brigade financière et 2 juges d'instruction. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en juillet 2024. Celle-ci porte sur des soupçons de financement illicite des campagnes du RN à la présidentielle et aux législatives de 2022, ainsi qu'aux élections européennes de 2024. La Commission nationale des comptes de campagne suspecte le parti à la flamme d'avoir eu recours de manière excessive à des prêts de particuliers et d'avoir gonflé certaines sommes pour obtenir un remboursement plus important par l'État. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a fermement condamné la perquisition, dénonçant une opération de harcèlement et un acharnement. Cette descente de police survient un jour après que le parquet européen a ouvert une enquête pour des soupçons d'irrégularité financière concernant Identité et démocratie, le précédent groupe du RN au Parlement européen. Benjamin Netanyahou estime que les négociateurs ont de bonnes chances de parvenir à un accord pour la libération d'otages et une trêve avec le Hamas. Le Premier ministre israélien s'est exprimé après un entretien avec Donald Trump. L'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, dit espérer un accord d'ici la fin de la semaine. Selon Benjamin Netanyahou, il est question d'un cessez-le-feu de 60 jours et de la libération de la moitié des otages vivants encore prisonniers du Hamas. La moitié des otages morts devrait être rendue dans la même période. Les négociations ont lieu à Doha en présence des médiateurs américains, qataris et égyptiens. Aucun d'entre eux ne fait état de progrès dans les négociations. La Russie a tiré plus de 700 drones et missiles contre l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, la plus grande offensive depuis qu'elle a lancé son invasion du pays il y a 3 ans. L'Ukraine affirme que le Kremlin a tiré exactement 728 projectiles visant principalement la ville occidentale de Loutsk. Les tirs comprenaient des drones de type Shahed ainsi que des missiles de croisière et balistiques. Les forces aériennes ukrainiennes affirment avoir abattu près de 300 drones et avoir pu en intercepter plus de 400 autres à l'aide de brouilleurs électroniques. Les missiles balistiques ont, eux, réussi à atteindre leur cible. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que les attaques de Moscou mettent en évidence son manque de volonté de mettre fin à la guerre. Il a appelé ses alliés à accroître la pression sur la Russie pour la contraindre à la paix.
Vladimir Poutine a donné son feu vert pour que des étrangers puissent officiellement s'engager dans l'armée russe. Objectif affiché, renforcer les rangs sans recourir à une nouvelle mobilisation de citoyens russes impopulaires et politiquement risqués. Depuis plusieurs mois, Moscou fait face à des pertes importantes en Ukraine. Pour continuer l'effort de guerre sans raviver les tensions internes, la Russie ouvre ses portes à des volontaires venus notamment d'Asie centrale ou d'Afrique. En contrepartie, ces recrues peuvent obtenir un passeport russe et une compensation financière. Mais cette manœuvre soulève aussi de nombreuses questions sur l'usage de mercenaires et la place des étrangers dans un conflit qui reste fondamentalement russe. Des exécutions de civils et de militaires ukrainiens en dehors des combats, des actes de torture ou encore des déplacements injustifiés de civils. La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu la Russie coupable de multiples violations des droits humains commises en Ukraine depuis 2014. L'affaire a été portée devant la haute juridiction par Kiev qui a déposé 3 plaintes contre Moscou. Le ministre ukrainien de la Justice a salué une décision historique. La Cour de justice a également condamné la Russie pour la destruction du vol MH17 de la Malaysia Airlines en 2014 à la suite d'une autre plainte déposée par les Pays-Bas. Le vol, parti d'Amsterdam vers Kuala Lumpur, avait été abattu par un missile alors qu'il survolait le Donbass, faisant 298 victimes, dont 196 néerlandais. Ces condamnations non contraignantes sont largement symboliques, la Russie considérant les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme comme nulles et non avenues.